Bonjour et bienvenue dans Terminal F, le magazine des voyages du Figaro, pour une émission un peu spéciale en direct du Salon de la plongée sous-marine qui vient d'ouvrir ses portes à Paris, porte de Versailles et jusqu'au 15 janvier. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour Bénédicte. Alors le Salon de la plongée, c'est plus de 420 exposants, près de 60 000 visiteurs attendus, bref, un grand succès. Je crois que c'est plus qu'un succès, c'est un engouement qui chaque année se renouvelle. La plongée sous-marine est en plein essor, c'est une activité qui est vraiment accessible à tout le monde, de 8 ans à plus de 90 ans. C'est une magnifique activité et effectivement, ici, dans ce salon, il y a plein de choses à découvrir, plein d'offices de tourisme à rencontrer et justement, on va rencontrer une certaine Hélène de Terrac qui va nous donner un peu plus de détails sur ce salon. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors Hélène, tu es la fondatrice, puisque la fondatrice du Salon de la plongée est une femme. Tu es la fondatrice de ce merveilleux salon qui rencontre un succès phénoménal depuis quelques années. Peux-tu nous expliquer les clés de ton succès ? Alors les clés, bon, déjà je sais pas. En fait, je sais pas bien. Le salon a démarré à l'Aqua Boulevard. C'était une belle histoire dès le début. L'idée était de réunir la plongée. On estimait qu'un salon dédié à la plongée se justifiait, devait trouver sa place. Et puis on s'était installé avec une tente, une quarantaine d'exposants autour de la rivière qui est à l'Aqua Boulevard, donc à Paris. Et puis au bout de 2 ans, on était à l'Étroit, on est arrivé porte de Versailles, donc ça fait 18 ans qu'on est à la porte de Versailles. Et puis il a grandi. Aujourd'hui, je suis très fière de voir ce que donnent les stands, de voir la qualité des stands, de voir la beauté des stands, de voir que ce hall il est archi plein. Ma seule déception sur cette 20e édition, c'est d'avoir refusé un nombre de gens très important. Donc l'année prochaine, il faudra que tu Et donc il ouvres faut un agrandir. deuxième Voilà, pôle. faut agrandir. Et ce qui prouve qu'il y a une croissance. Et au bout de 20 ans, être encore en croissance, c'est quand même fabuleux. Alors justement Hélène, vous avez dit les stands sont effectivement magnifiques, je confirme, il y a plein de couleurs, enfin on est une invitation au voyage et au rêve. Qui sont ces exposants? Alors j'imagine des fabricants de matériel, mais pas que. Non, alors moi je répartis les exposants en 3 catégories. Il y a la partie voyage qui est importante. Alors ce sont soit des agences de voyage comme Ultramarina, il y en a un certain nombre, soit des offices du tourisme qui présentent leurs destinations, que ce soit les Seychelles, l'île Maurice, les Bahamas, la Guadeloupe. Donc ça c'est vraiment la partie voyage. Ensuite il y a la partie matériel qui est très importante pour la plongée. Pour ceux qui connaissent un peu la plongée, on sait qu'on a un équipement qui est quand même assez important, imposant. Qui évolue. Donc que ce soit l'ordinateur, la bouteille de plongée. Donc il y a toute une partie matérielle. Et puis, très important aussi sur ce salon, la partie formation. Que ce soit la partie formation licence ou formation de plongée loisir, telle que la plupart des gens la pratiquent, jusqu'à la formation professionnelle. Donc on a l'École nationale des scaphandriers, on a la Marine nationale. C'est-à-dire la plongée sous-marine, c'est aussi un métier. D'accord, d'ailleurs on peut les voir derrière nous dans ta superbe piscine, parce qu'au Salon de la plongée, on peut faire son baptême de plongée dans une piscine de 250 mètres carrés chauffée. Elle est juste derrière nous, justement, effectivement. Avec un immense gâteau qui fête les 20 ans de ton salon que nous allons Et les scolaires découvrir. sont les bienvenus puisqu'il y a beaucoup de baptêmes qui ont lieu avec des scolaires aussi. Pour les initier déjà à la plongée, leur donner le goût de la plongée, c'est une partie importante, c'est l'éveil à la plongée. Oui, alors comme le salon se déroule sur 4 jours, on privilégie bien entendu les scolaires le vendredi et le lundi, donc le premier et le dernier jour. Et ce matin, on avait déjà 250 scolaires qui sont venus. Pour nous, c'est une très très belle manière de les initier à la plongée. Et La relève est assurée. La relève est assurée, tout à fait. Ma chère Hélène, nous allons partir à la découverte de ton merveilleux salon et nous te remercions beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Merci David. Merci pour l'accueil Hélène, merci bien. Jean-Bernard, je te propose tout de suite d'aller découvrir un stand qui compte parmi les plus beaux de ce salon cette année, celui des Philippines, parce que les Philippines accueillent cette année un personnage bien connu du salon qui s'appelle Daniel Meucci, mais je vais t'en reparler plus tard. D'accord. Les Philippines, tu connais, je crois. Alors je connais, j'ai effectivement plongé à Palawan, c'est l'un des archipels des Philippines. C'est une destination plongée qui est absolument sublime. C'est un archipel qui est très sûr, la faune corallienne est absolument magnifique, également la faune pélagique, on peut l'approcher dans de très très bonnes conditions. Donc les Philippines, une destination plongée absolument superbe.
avec aussi beaucoup de belles infrastructures, de très belles plages, de beaux hôtels. C'est également une très belle destination vacances qui se prête à un séjour à la fois plongée et un séjour balnéaire, effectivement. Alors, je vais t'expliquer ce qui va se passer aux Philippines au mois de mai avec Daniel Meucci. Daniel Meucci, c'est un personnage qu'on retrouve tous les ans au Salon de la plongée. Il a créé en 1989 Objectif Atlantide. Objectif Atlantide, c'est le raid aventure des plongeurs. Il est unique au monde, c'est une chasse au trésor sous-marine. Donc, on choisit une destination, on crée un jeu autour et les plongeurs adorent ça, parce que ça leur permet de jouer avec leur loisir préféré. Sauf que cette année, Daniel va nous raconter ça tout de suite. Cette année, il y aura une petite nouveauté. Nous ne serons pas sur une chasse au trésor, mais sur une enquête policière. Mais il va nous en reparler quand on ça arrivera paraît très sur le passionnant stand. ce que tu es en train de me dire. Je vais quand même regarder sur le fil Facebook du Figaro si les internautes ont des questions. Effectivement, ça pourrait être utile pour nous. Je regarde. Je précise que nous sommes en donc direct, que vos vous pouvez questions. intervenir en direct sur le fil Facebook du Figaro. J'ai vos questions que je peux lire sur mon écran smartphone. Alors Jean-Bernard, on peut constater, on a un petit peu de mal à évoluer dans les allées du salon qui est plein à craquer. Ce qui Mais je témoigne confirme bien que que le Et phénomène... on se fraye un chemin là. Hein. On se fraye un chemin. Bonjour à tous. Bonjour. C'est la folie sur le salon. On est en train de passer à côté de la plongée nitrox. Est-ce que tu sais ce que c'est que la plongée Oui, nitrox? En fait, quand tu plonges, tu satures tes tissus. Le fait de plonger avec du nitrox te permet de rester plus longtemps sous l'eau sans avoir ce phénomène de saturation. Alors c'est un petit peu technique, mais en fait ça te facilite la vie en plongée. Le nitrox, c'est l'une des évolutions techniques de la plongée qui permet de faciliter l'immersion. Alors, ça permet effectivement de plonger dans de meilleures conditions de est-ce que tu sécurité es et de obligé de confort. mettre ça? Alors ça c'est pour les eaux polaires, c'est quand il fait très froid, ça s'appelle une combinaison sèche ou une combinaison étanche, c'est ce qui permet effectivement de plonger sous l'épaule, parce que la plongée sous l'épaule, figure-toi Bénédicte, c'est également une tendance lourde de la plongée. Il y a des ambiances très particulières, on a parlé des Philippines, des destinations tropicales, mais c'est vrai que la plongée en eau froide recèle en elle-même un vrai plaisir de la découverte, des ambiances totalement différentes. Il y a un silence absolu, il y a une couleur de l'eau aussi qui est très particulière, il y a même une faune très particulière. On ira découvrir ça tout à l'heure avec Alban Michon, Oui. qui est le spécialiste de la plongée sous glace. Et tout à fait, on a une grand chance aventurier. incroyable de pouvoir le rencontrer. Donc lui nous fera rêver sur le côté un peu froid de la plongée, mais on se rapproche de plus en plus, je le vois, le fameux Des eaux Dive chaudes. Philippines, des eaux chaudes. Dive Philippines, il y a un très très beau stand effectivement, une énorme rotonde avec des super photos, on voit effectivement plus d'une faune bariolée, multicolore. On a déjà envie de plonger dans ces eaux philippines, on va bientôt voir. D'ailleurs, toi, tu préfères les eaux chaudes. Hein, Je suis quand même plus un plongeur d'eau chaude, c'est vrai, par expérience et par goût. Mais bon, voilà. Les Philippines, en tout cas, ça y est, on y arrive. On est en train de chercher Daniel Meucci. Voilà, Daniel il nous Meucci, attend, il est là. Je le il est vois, là. je l'aperçois. Voilà, Daniel est là. Daniel, le personnage de la plongée fun. Bonjour Voilà. Daniel, comment vas-tu? Très bien, très bien. Comment vas-tu depuis la Dominique? J'ai plongé avec Daniel en Dominique, c'est lui qui m'a initié. Voilà. Et ça n'a pas été difficile, elle était très motivée. Bon Daniel, on est venu te rencontrer sur le superbe stand des Philippines pour que tu nous racontes la prochaine grande aventure que tu proposeras dès le mois de mai aux plongeurs aux Philippines. Alors on va proposer aux plongeurs de vivre une enquête sous-marine, comme une enquête policière. Ils vont devoir suivre les pistes d'un soi-disant scientifique qui est mort et qui a laissé quelques traces bizarres de son travail. Ils vont remonter ces pistes scientifiques tous les jours, comme ferait un véritable enquêteur, pour savoir de quoi est mort ce scientifique. Est-ce qu'il a été assassiné ? Ou est-ce qu'il est mort parce qu'il travaillait sur des espèces qui l'ont blessé, qui l'ont piqué? Donc ça, c'est un vrai travail qu'ils vont devoir faire pendant une semaine à Kabilao, l'île de Bohol, en plein milieu des Philippines. Alors l'île de Bohol, est-ce que tu peux la situer un petit peu plus précisément? On peut dire que l'île de Bohol, c'est au centre de toutes les îles, puisqu'il y a plusieurs milliers d'îles, au centre des Philippines. C'est à peu près, ça s'appelle dans la mer des Visayas. Et au centre, c'est l'archipel absolument des Visayas. Ou Yaya, j'avais confondu l'archipel et la mer. Et donc, ça va être une des îles qui se trouve à proximité de Bohol. C'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on sera isolé sur cette île. Et donc, les gens n'auront que ça à faire, enquêter. Ils pourront aller interroger, bien sûr, des gens du village ou interroger les pêcheurs. Mais ils vont devoir surtout plonger
et aller Et ils vont remonter sur les pistes du travail du scientifique. Et les indices, c'est la faune et la flore. D'accord. Daniel, pour nos internautes qui nous regardent, tout le monde peut participer? Alors, toutes les personnes qui ont un diplôme de plongée, le diplôme nécessaire, pourront le faire. Il n'y a pas d'âge. Je pense que c'est quelque chose qui va être assez simple en termes de plongée. C'est plus la tête et les jambes. Et donc, c'est ouvert au plus grand nombre. Et il y a toujours le même esprit de convivialité et de fun propre à Daniel Miouchi. Alors, il est vrai que quand on vient chez nous, c'est pas seulement pour plonger, c'est aussi pour s'amuser. Parce que découvrir l'environnement, c'est important, mais en s'amusant. Mais Daniel, j'ai une question. Comment cette idée de plongée ludique est-elle née quand même? C'est quand même assez bizarre, étrange d'allier le côté très ludique, découverte, avec une activité de loisir qu'est la plongée. Et justement, ça fait 30 ans que notre association Objectif Atlantide organise ce type d'événement. On a organisé des chasses au trésor internationales, on avait eu l'occasion de se rencontrer. L'idée, c'était quoi? C'était de dire, même il y a 30 ans, on veut parler d'environnement, on veut parler du monde sous-marin, mais on veut le faire en s'amusant. C'est un petit peu la base de tout ce qu'on a organisé. Et on l'a fait en France, on l'a fait à l'étranger, parce qu'on pense que c'est un moyen d'apporter aux gens une façon sympa et ludique d'avoir envie de protéger la mer. Voilà un petit peu le fond de tout ce qu'on organise. Et Dieu sait si on est passé dans plusieurs pays, et ça marche. Et ça marche, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il y a de plus en plus de demandes pour ce type d'animation sous-marine finalement. On n'a plus qu'une équipe à enregistrer, tout est complet. Je pense que ça devrait effectivement faire des petits, c'est-à-dire qu'on va sûrement continuer tous les ans cette action, aux Philippines et peut-être ailleurs aussi, de manière tout simplement à ce que les gens continuent à s'amuser tout en découvrant l'environnement. D'accord. Daniel, je te remercie beaucoup. On va continuer à parler d'environnement en allant voir François Sarano sur son stand. Alors, bonne continuation. Bonne continuation. Merci Daniel pour nous avoir fait rêver sur les Philippines, entre autres. C'est superbe, c'est superbe. Tu as déjà plongé aux Philippines? J'y suis allé au moins 8 fois. Et je vais continuer. Non, c'est magnifique. Il y a des super plongées à faire. Ok. Super plongée à faire, Ah ouais, particulièrement le Tour de Bol. Si tu l'as choisi, c'est que ça vaut le coup. Oui, en général, on choisit les lieux les plus beaux. À bientôt, Daniel. À bientôt. Merci. Merci, bon salon, bye bye. Bon, donc on va continuer notre petite balade sur le salon de la plongée où il y a encore de plus en plus de monde. C'est un petit peu chaud pour nous déplacer, mais c'est avec plaisir. C'est se frayer nous un passage. C'est un petit peu comme en fait dans un relief sous-marin, tu sais, au milieu des canyons, il faut un petit peu se mouvoir. C'est pas toujours simple. Nous mouvons dans les allées du salon. Alors Jean-Bernard, on l'a un peu abordé avec Daniel. La plongée depuis, je dirais depuis 20 ans, peut-être aussi même depuis 30 ans, puisqu'il y a eu le Grand Bleu, dont on va fêter les 30 ans cette année, qui a été un petit peu un déclencheur pour la démocratisation de la plongée. Le Grand Bleu donc a eu un impact sur sur le nombre de pratiquants de la plongée. On peut même dire qu'il y a une génération Grand Bleu. Il y a une génération Grand Bleu, tu en fais partie et moi aussi. Tiens, regarde, Bénédicte, ça c'est des masques justement de la génération Grand Bleu. Regarde un petit peu ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est un côté très high-tech dans le matériel de plongée maintenant. C'est ce qui fait aussi la grande évolution, ce qui fait que l'activité devient de plus en plus accessible. Tout à fait. Donc il y a du Grand Bleu et la technique. Notamment pour les femmes. Et c'est vrai que par exemple sur les tenues de plongée, elles se sont beaucoup adaptées aux femmes, autant sur la partie confort que sur la partie couleur, parce que les femmes ont envie de porter des couleurs en plongée. J'ajoute aussi les enfants. Il y a un matériel spécifique pour les enfants qui leur sont adaptés, des tenues des combinaisons qui leur sont spécifiques, des bouteilles qui sont adaptées à leur morphologie. Tout le matériel aujourd'hui s'adapte, c'est presque du sur-mesure. On en parlera d'ailleurs en fin d'émission, du fameux sur-mesure dans le matériel. Mais c'est vrai qu'il y a également en ce moment un boom technologique sur les innovations en plongée qui favorise encore plus l'accès du public à cette discipline de loisir. L'accès au public à cette discipline de loisir et toujours cette nécessité de sensibilité, les plus jeunes, mais en fait toute la population, toute la population à l'environnement. D'ailleurs, on va aller rencontrer François Sarano. Alors François Sarano, c'est un grand monsieur lui aussi de l'univers de la plongée. Il est océanographe, il a été conseiller scientifique du commandant Cousteau et il est aussi le fondateur de l'association Longitude 181. Il va nous parler de ses actions. Oui, on peut dire l'association qui a comme tu le sais, Longitude 181, effectivement. Qui est à l'origine de la charte
des du plongeurs plongeur, voilà. responsables. La Tout charte à fait. internationale du plongeur responsable, eh bien, qu'est-ce Alors, que ça veut dire plonger responsable Eh ben, il va nous expliquer justement, François. Alors je le cherche des yeux, je sais pas, il doit être près du stand. On approche du stand approche de de longitude son stand. 180 justement. Voilà, je le cherche des yeux. François Sarano, on a rendez-vous avec lui, là en direct, sur le fil Facebook du Figaro. N'hésitez pas à nous poser. Un peu en avance. On est peut-être un peu en avance. N'hésitez pas à poser des questions sur le fil Facebook. Je regarderai de temps à autre et je prendrai vos questions pour les régler. Voilà. Alors, nous allons à Où est la François Sarano recherche de François Sarano. François, Youhou. où est François Sarano? Alors, François Sarano est caché. Non, je le vois, Il est je là, l'aperçois. il est là, voilà, il est arrive. là, fidèle Rassurez-vous, poste. notre grand monsieur de la plongée arrive en direct. Regardez, le voilà, ça y est. Voilà. François, bonjour. François. Mets-toi au milieu de nous, mets-toi au milieu de nous. Voilà, tu regardes bien la caméra. Enchanté. On est entre nous, tranquillement. Donc, on vient déjà de On parler va se mettre ici, de François. toi. On va se mettre un petit peu là devant ton stand, le public en direct pour avoir justement le stand de longitude 181. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association que tu as fondée Que et j'ai que cofondé tu as avec cofondée. ma femme Véronique. C'est une association qui a pour objectif de nous réconcilier, nous les humains, avec la vie sauvage et d'amener chacun d'entre nous à réfléchir à notre manière d'être pour plonger plus en harmonie avec le milieu marin, ça on le dit souvent, mais aussi avec les riverains des régions où nous allons plonger. On est 3 heures, 4 heures dans l'eau et on est tout le reste du temps dehors. Alors il y a des gens qui vivent là, qui ont des histoires extraordinaires, il faut aller les écouter et il faut penser qu'ils ont des choses incroyables sur ce milieu et sur eux-mêmes à nous raconter. Et ces questions que nous nous posions, nous les avons rassemblées sous la forme d'un code éthique qui s'appelle la Charte internationale du plongeur responsable. Et cette charte, c'est l'association Longitude 181 qui la diffuse. Alors, François, un plongeur responsable, c'est quoi? Un plongeur qui respecte, un plongeur qui écoute et un plongeur qui est enthousiaste, qui est gourmand du monde, qui est gourmand de la vie et qui se dit, celui que je vais voir, il a des choses à me dire qui vont m'enrichir. Et l'échange, s'il est réciproque, c'est le bénéfice de tout le monde. Quand on est avec un grand requin blanc, qu'il vient là, que vous êtes tout d'un coup épaule contre nageoire, œil dans œil, c'est un bonheur infini qui vous envahit, infini, profond, tellement gros que vous voulez le partager avec tout le monde, je veux le partager avec vous. Et vous avez envie de le protéger. Et j'ai envie de le protéger, mais j'ai envie surtout de dire pourquoi le protéger? Parce qu'il nous rend plus riches, nous les hommes. Parce que cette vie sauvage qui est à côté de nous, elle nous enrichit, nous les hommes. Et que je voudrais que mes enfants aient les mêmes joies que celles que j'ai pu avoir moi quand j'étais sur la Calypso, quand j'ai voyagé avec le commandant Cousteau, avec mon ami René Euzé, Hugues Vitry, avec les cachalots. Alors justement, ton ami René Euzé et les cachalots, parle-nous-en un petit peu parce que je crois que c'est une de tes dernières grandes aventures, les cachalots et cette famille de cachalots que tu suis depuis Plusieurs années. Alors c'est Hugues Vitry au départ qui a rencontré ces cachalots, René m'a entraîné et nous suivons une famille de cachalots depuis maintenant 2011. Nous les suivons, nous voyons les petits naître, ils grandissent, ils expriment leur personnalité. Elliot, qui est l'explorateur, celui qui est curieux et qui nous dit « Attendez les hommes, vous n'avez pas le monopole de la curiosité, moi aussi je m'intéresse à vous. Moi aussi j'ai des choses formidables à dire, avec une société incroyable, matriarcale, dans laquelle la nounou a une importance capitale. Elle vient voir les petits, elle les protège quand... les mères vont plonger dans les profondeurs. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais, c'est fabuleux. Et puis, ils ont des expressions sonores, un langage qui leur est propre, qui est une expression sonore que vous n'entendrez pas aux Qu'est-ce que ça veut Açores. dire? Ça veut dire La traduction des gros câlin. Ah, voilà. Mais alors François, Gros j'adore câlin. votre enthousiasme parce qu'effectivement, vous avez partagé cette passion de la protection de l'environnement sous-marin, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que le message est bien passé dans la communauté des plongeurs? Oui, puisque vous êtes là. Très bien, C'est effectivement. formidable. Et puis, écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Retour de Moby Dick. C'est beaucoup plus large que les cachalots. C'est pour dire à quel point on est riche de tous nos colocataires sauvages, avec un grand T à colocataire. Et que cette richesse-là, il faut qu'on en profite tous.
il faut qu'on en profite. Je crois que les personnes qui sont intéressées par cette grande expérience que tu vis avec les cachalots peuvent y participer aussi à l'occasion de voyages éco-solidaires. Éco-volontariat. Éco-volontariat, oui. Alors, En quoi ça consiste? Il s'agit d'être précis. Nous, pour comprendre ces cachalots, pour comprendre leur société, eh bien, il est nécessaire d'avoir des informations précises. Donc ces éco-volontaires doivent rassembler des données photographiques, cinématographiques, des enregistrements sonores qui nous permettent, en les rassemblant, de les colliger et de raconter l'histoire merveilleuse de cette famille de cachalots, la famille d'Irène Gueule-Tordue. François, on va te laisser là, on te remercie pour tout le témoignage que tu nous donnes. On va continuer notre périple, Bénédicte, dans ce salon. Tu vas nous expliquer, on va rencontrer également quelqu'un de très haut niveau qui va nous emmener dans une ambiance complètement différente. Merci beaucoup François pour ton accueil. François. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc oui, nous allons rencontrer maintenant un autre grand monsieur de la plongée qui s'appelle Alban Michon. Alors Alban, c'est, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'on a un petit peu évoqué, c'est le spécialiste de la plongée sous glace. Il a fait plusieurs expéditions. Il avait monté aussi une école de plongée sous glace à Tignes. Je pense que peut-être parmi nos internautes, certains ont pu participer à des baptêmes de plongée sous glace dans nos montagnes. Ouais. Mais Alban se prépare à vivre une grande aventure sur les traces d'Amundsen en Arctique, 1500 km en autonomie et en ski kite, avec quelques étapes de plongée sous glace qui vont lui permettre, grâce à son partenariat avec avec le CNRS et d'autres instituts scientifiques, de récolter des données sur le plancton, sur les changements climatiques, sur l'interaction de l'homme et de la nature et les dangers qui menacent l'environnement arctique. Bénédicte, j'en grelotte déjà. Et justement autour de moi, regarde ces stands là qui me réchauffent. Il y a la Martinique, il y a Mayotte, la Calédonie, il y a Tahiti. Voilà, donc toujours cette ambiance très dépaysante. Prends un peu de chaleur. Oui, on prend un peu de chaleur parce que là, on va parler de l'Arctique. Effectivement, c'est un tout autre monde. Et je suis heureux de rencontrer, de vous présenter avec Bénédicte ce célèbre Alban Michon qui est vraiment un aventurier des temps modernes pour nous présenter cette aventure dans les mers polaires cette fois-ci. À 1500 km en Arctique et en autonomie, c'est quand même un sacré défi. Mais encore une fois, l'aventure d'Alban rejoint tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'elle a aussi une vocation, car il y aura un film et un livre à l'issue de sa grande expédition. Et ces films, ces livres auront pour vocation de sensibiliser, encore une fois ce mot de sensibilisation est très important, sensibiliser le grand public à l'environnement et à la nécessité absolue de le préserver pour que les générations futures puissent aussi vivre tout cela. Écoute Bénédicte, je crois qu'il est là, Alban, il nous attend, il est là, en direct sur le fil Facebook du Figaro. Alban, bonjour. Bonjour. Alors, tu n'as pas encore revêtu ton habit polaire. Non, pas encore. Tu vas nous raconter un petit peu ce qui va se passer pour toi dès le mois de mars avec Arctique 2018, ta nouvelle exploration. Tout à fait, avec grand plaisir. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, je vais part au mois de mars au Canada, en fait au Nord-Canada, sur le passage du Nord-Ouest. Alors, ce passage du Nord-Ouest, c'est un passage qui est mythique. Qui permet de raccourcir, en tout cas sur la route maritime, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Donc c'est un passage qui, avec le temps, et avec la fonte des glaces, est en train de changer. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques. Donc c'est un passage qui change énormément. Et parce qu'il a permis un tel raccourci entre deux mondes qu'il est très emprunté et que ça a effectivement du coup un impact sur l'environnement. Exactement, tout à fait. Et vous savez pourquoi je pars là-bas? C'est parce qu'en 2010, nous, on était partis au pôle Nord, et au pôle Nord géographique, faire une expédition. Et 5 ans après, j'ai vu un film, et sur ce film-là, on voyait un brise-glace nucléaire russe qui déposait 1000 Chinois sur la banquise. Et ils ont fait la fête, et c'était le barbecue géant. Et je me suis dit, en 5 ans, d'une expédition, on est passé à un voyage. Oui. Alors le voyage peut avoir des vertus, mais c'est vrai qu'il faut encadrer toutes ces pratiques pour pouvoir justement continuer à explorer ces zones sans les abîmer. Ton expédition, tu vas partir, tu vas faire 1500 km en autonomie, oui, avec un ski kite, en espérant qu'il y ait un peu de vent, mais je pense que
Tu devrais en avoir. Normalement, oui. Donc avec des pauses pour faire des plongées sous glace, parce que je rappelle qu'Alban est le spécialiste de la plongée sous glace. Qu'est-ce que tu vas faire lors de ces plongées? Qu'est-ce que tu vas ramener avec toi dessous la surface des glaces? Alors sur la partie plongée, donc je vais récupérer mon matériel de plongée sur un village qui s'appelle Cambridge Bay, sur le passage du Nord-Ouest. Et c'est un recycleur et je vais rester principalement sous la glace. En fait, ce qui nous intéresse, je travaille avec la station biologique de Roscoff, CNRS, et ce qui nous intéresse, c'est de prélever du plancton pour étudier l'ADN, pour voir l'évolution de cet ADN. Parce que Tara, la goélette Tara que tout le monde connaît, avait prélevé ce plancton il y a quelques années et depuis on ne sait pas comment il a évolué. Donc c'est tout l'intérêt de faire des plongées sous cette banquise. Alban, j'ai une question. Derrière nous, il y a un objet un peu particulier, ça s'appelle une tente. C'est là que tu vas vivre. Et viens nous montrer un petit peu la tente dans laquelle tu vas préparer ton expédition. C'est bien ça? Alors exactement. Donc ça, raconte-nous un peu là. C'est ma tente. Donc tous les jours, je vais planter la tente sur la banquise. D'accord. Je vais planter la tente donc sur la banquise et puis c'est là où je vais vivre continuellement pendant 2 mois pratiquement seul à discuter avec la caméra éventuellement. C'est très courageux, effectivement tu es un vrai aventurier parce que je ne le ferai pas. Quelle température fera-t-il là-bas sur place? Alors au début je vais à peu près avoir du moins 40, moins 45 degrés. Oula. Je compte pas, ça pique pas mal, je compte pas s'il y a de la tempête éventuelle, mais et puis petit à petit au fur et à mesure du temps la température va se réchauffer. Et combien de temps va durer ton aventure? L'aventure va durer environ 2 mois. 2 mois parce que ce que je ne maîtrise pas, c'est si la glace va être plane ou il va avoir du relief, ça va dépendre des vents. Voilà. Et je ne maîtrise pas aussi la force des vents. Donc suivant la force des vents et de l'état de la banquise, je peux peut-être mettre un peu moins de 2 mois ou un peu plus. Bon Alban, il va falloir que tu nous ouvres cette tente, montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vas-y, allez, montre-nous. Tu vas nous décrire un petit peu ton quotidien là-dedans par moins 40 degrés. Ça intéresse les internautes. Ah oui, je vois ça, dis donc. Alors, en fait, c'est très simple. Donc, c'est une tente qui est effectivement renforcée. Ce sont des arceaux qui sont renforcés. On a toutes les matières font attention à tout ce qui est abrasif parce que la glace est très abrasif. Donc voilà. Donc après, c'est très simple. Ça fait à peu près 2,50 m carrés. Et à l'intérieur, donc je vais avoir mon matelas, un matelas en mousse. Et puis mes affaires, donc mon réchaud, où je vais pouvoir faire fondre la neige pour pouvoir boire, effectivement. Et puis je vais être là, je vais écrire mes mémoires aussi, chaque jour, chaque soir, en notant les points GPS, en notant la température, la météo. Et puis aussi, je ferai mes programmes scientifiques ici dans cette tente. Parce qu'il y aura un film et un livre à l'issue de cette expédition. Oui, exactement. Pour sensibiliser le grand public à toutes ces questions environnementales et les emmener aussi à la découverte d'un milieu qui est fabuleux, peuplé de bœufs musqués, de renards polaires. Et qu'est-ce que tu vois sous la glace à ces endroits-là? Qu'est-ce que tu rencontres comme... Alors, on va rencontrer principalement des anges polaires, enfin les anges de mer, pardon, parce que... Qu'est-ce que c'est un ange de mer? Ça fait partie de la famille, on va dire, de la méduse. Un peu, c'est un peu gélatineux, on voit à travers. C'est quelque chose c'est un peu comme un papillon translucide et on le trouve principalement dans les eaux froides, dans les eaux polaires. Et c'est ce qui représente pour moi vraiment la poésie et la magie des eaux polaires. Fabuleux. Voilà, fabuleux. Donc, je risque de trouver des anges de mer. Et après, la partie sous-marine sera relativement pauvre en termes de vie, mais c'est surtout aussi la glace. Parce que la glace, il y a un relief. Avec les vents, les courants, la glace des fois se chevauche et ça crée un relief sous-marin. Et sur ce relief sous-marin, on a des paysages qui sont magnifiques et qui vont changer au fur et à mesure du temps. D'où l'importance aussi de ramener les images, de faire un film, de faire un livre pour laisser pour pouvoir mesurer ces Bénédicte, écoute Alban, on te remercie pour ce témoignage absolument magnifique. On te retrouvera à travers tes productions écrites, audiovisuelles, sur ce vécu et ton expérience dans ces territoires du Nord. Et pourquoi pas sur le plateau de Terminal F. Et pourquoi sur un plateau de Terminal F d'ailleurs. Donc on est amené à se revoir. Merci Alban pour ton accueil. Merci. On va continuer notre périple, Bénédicte. Dis-nous, qui est-ce qu'on va rencontrer maintenant? Encore des gens innovants et surprenants. Nous allons maintenant du côté de la piscine où nous attendent des inventeurs de génie qui sont tous, et ça je tiens à le signaler, des Français. Parce que les Français sont assez doués lorsqu'il s'agit d'inventer du matériel, des engins pour aller explorer la mer. Donc on va rencontrer eBubble
Oui, eBubble, ouais. eBubble, Belle surprise, eBubble, vous allez voir, amis internautes. Le premier drone autonome qui va libérer les caméramans et les amateurs de photos, qui va libérer leurs bras, puisque c'est un drone qui va les suivre. On va nous expliquer tout ça dans 5 secondes. On va aussi rencontrer les inventeurs de... Alors, c'est assez compliqué à prononcer. Maoi, je crois. Maoi, on verra. On va nous l'expliquer. On va les découvrir. C'est un mini ordinateur qui se clipse sur le masque. Ça m'intéresse. Qui va permettre aux plongeurs, plutôt que de devoir regarder leur ordinateur de plongée sur leurs bras, d'avoir l'image de toutes les informations que l'ordinateur calcule pour eux, projetées virtuellement sur leur masque. Donc ça, c'est quand même une sacrée évolution. Ensuite, on va rencontrer le créateur de Calypse, qui est une combinaison de plongée modélisée en 3D, enfin un truc de fou. On va le voir dans 5 minutes. Du sur-mesure, en fait. Ce qui est nouveau dans le monde des combinaisons de plongée. C'est toujours un calvaire d'enfiler une combinaison de plongée, de l'enfiler et de l'enlever. Mais c'est vrai que avec cette... Bonjour les Corses, bonjour à la Corse. Bonjour à la Corse, bonjour à la Corse. Bonjour à la Corse, un magnifique spot de plongée. Une magnifique destination plongée, on le rappelle. Une très très belle destination plongée. Bonifacio, le Cap Corse, le golfe de Porto. La Corse, une valeur sûre de la plongée, on peut le dire. Il faut le rappeler, sur le salon de la plongée, il y a aussi pas mal de destinations françaises. Avec les îles aussi, de la Guadeloupe, de la Martinique, enfin bref, il y a beaucoup de monde. Mayotte, on passe devant Mayotte. Il y a Mayotte et Nouvelle-Calédonie. Et de très belles tortues, c'est une destination à tortues. Mayotte, donc si vous aimez assister à ce type de plongée, Mayotte c'est une destination. J'ai l'impression que tu as plongé un peu partout, Jean-Bernard. Oui, c'est vrai, j'ai traîné mes palmes dans pas mal d'endroits et chaque fois que je voyage, j'ai toujours l'envie d'aller plonger. Chaque fois qu'il y a en fait une surface maritime, je fais trempette et plus que ça d'ailleurs. Il faut bien avouer, Jean-Bernard, que ce salon, il a quand même un petit truc que les autres n'ont pas, c'est son ambiance particulièrement conviviale. Oui, voilà, les gens se retrouvent ou se découvrent et reviennent chaque année. Et il y a vraiment une ambiance très très sympathique dans ce salon. On a envie de découvrir, on a envie de tester. Et d'ailleurs, en matière de test, il y a la piscine juste à côté qui nous attend tout à l'heure. Voilà, il y a des annonces qui sont faites, là on les entend. Donc là c'est le bassin de plongée qui est un petit peu aussi le cœur de ce salon. Là où se passent les baptêmes de plongée. Donc si vous avez envie de découvrir l'activité, venez jusqu'au 15 janvier, vous initiez, c'est gratuit, je précise, il y a des moniteurs de plongée qui sont à votre disposition et qui pourront vous initier à la plongée dans des conditions de sécurité optimales évidemment. Et si ensuite vous voulez continuer, vous pourrez vous inscrire dans un club et passer vos niveaux de plongée et ensuite plonger dans le monde entier, Bénédicte. C'est comme ça que ça se passe. Avec un petit drone qui vous suit pour vous filmer. Exactement. Pourquoi pas. D'ailleurs, nous arrivons sur notre petit stand où nous attendent tous ces créateurs de génie dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais, je vois un objet tout jaune, un objet du futur là, j'ai l'impression. Un objet du futur. Un objet du futur. Bonjour, bonjour. Donc nous sommes avec le créateur de iBubble. Donc qu'est-ce que c'est que iBubble? Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Donc iBubble, c'est le premier drone sous-marin totalement autonome et sans fil qui peut suivre un plongeur et le filmer dans toutes ses aventures sous-marines. Génial. L'idée, c'est vraiment que le plongeur se libère de sa caméra, profite de sa plongée. Et là, il a son petit caméraman personnel qui évolue autour de lui. Il a simplement à... On se déplace un tout petit peu, voilà. Il a simplement à lui dire, en fait, directement avec ce boîtier connecté, quel scénario de prise de vue il souhaite faire sous l'eau, s'il veut se faire suivre sur le côté, qui se mettent à côté, qui filment tout ce qu'il voit. Alors, est-ce que ça doit être programmé avant de s'immerger ou ça peut être fait aussi une fois qu'on est dans l'eau, ce pilotage du drone? L'idée, c'est de pouvoir tout faire sous l'eau. Quand on a envie de changer de scénario parce que le site s'y prête, on est au bord d'une épave ou d'un beau tombant, on va pouvoir lui demander de se bouger et de filmer dans une autre direction. Et dès qu'on touche à plus rien sur ce boîtier, il va suivre et filmer le plongeur. Des fois on l'oublie et au bout de 10 minutes on se retourne et on a le drone derrière nous qui est en train de filmer toute la plongée. Qu'est-ce qui fait que ce petit drone nous suit? Comment ça se fait? Alors la technologie, en fait, on utilise deux choses. Premièrement, une technologie de sonar. Il y a un sonar intégré au drone qui va reconnaître à 360 degrés où est positionné le plongeur. Et également, il va reconnaître tout l'environnement pour éviter, bien sûr, d'aller sur le corail ou d'aller dans la roche. Et également, on utilise une seconde caméra qui est positionnée au devant ici, au-dessus de la caméra principale, qui en fait de la reconnaissance vidéo en temps réel du plongeur. S'il souhaite être sur la vidéo,
en fait, il va reconnaître sa forme et le cadrer constamment pendant le film. Ça veut dire que si je suis en plongée et que j'ai envie que le drone me filme, il me suffit de me placer un peu devant cette caméra et il repère, il me suit ? Tout à fait. En fait, vous changez simplement de scénario pour un scénario, par exemple, de suivi de face, et il va vous reconnaître. Et même si vous bougez, etc., il va continuer à vous cadrer comme pourrait le faire un caméraman sous l'eau. C'est juste fabuleux. C'est un peu l'idée, nous on est des amoureux du monde sous-marin, on adore partager des belles aventures. Des fois filmer avec une GoPro c'est compliqué, là l'idée c'est vraiment de partager la beauté des fonds sous-marins avec un équipement professionnel. J'ai une question très très pratique, ça a l'air d'être un très beau jouet, effectivement, moi j'en rêverais. Est-ce que ça va être abordable pour les plongeurs ou uniquement pour les productions plongées ? Quel est le public finalement cible pour ce type de très très beau jouet, encore une fois, qui me fait rêver ? Alors c'est aussi bien les plongeurs et les apnéistes qui ont aussi un attrait à la photo et à la vidéo. Il faut savoir que c'est le prix d'un bon caisson d'appareil photo, de très bons phares. L'idée également c'est tous les centres de plongée. On peut filmer tous les baptêmes avec ça et avoir iBubble sur tous les baptêmes, sur les formations. Dans le monde du yachting également, ça les intéresse beaucoup pour pouvoir jouer depuis la surface, pour pouvoir jouer dans l'eau ou pour les équipages, pour pouvoir inspecter la coque de leur bateau. Et on a également énormément d'opportunités avec le monde professionnel, tous les travailleurs sous-marins, pour inspecter des infrastructures. On a des versions plus professionnelles, ce qui fait qu'on a une différente gamme de produits en fonction des cibles. Et pour parler de ce produit grand public, on est sur 3 versions qui vont partir de 2 700 € à 3 600 €. Avec tout l'équipement et toutes les options pour être sans fil. Écoute, c'est vendu. J'ai presque envie de l'acheter tout de suite s'il était les moyens. D'accord, voilà. On te remercie pour ton intervention. Alors, tu vas repartir avec ce très bel objet parce que notre prochain invité va arriver avec un autre matériel. Il peut aussi nous le laisser. Tout à fait, c'est vraiment magnifique. Désolé, donc, merci pour la présentation de ce produit. Merci à vous. Et à bientôt alors. Okay. Bel engin. Hein. Voilà. Fabuleux. Bonjour. Bonjour. Entre les deux, hop. Voilà, on se place. Strictes. Notre prochain invité, Bénédicte. Oui, alors notre prochain invité va nous parler d'un appareil un peu particulier qu'il a sur le front, mais sans masque. Alors il est où votre masque? Alors c'est pas un masque, c'est un ordinateur de plongée. Oui, ça se clipse sur un masque. On rajoute par-dessus le masque. Son nom C'est Maui, donc c'est un ordinateur là dans sa version prototype et là dans sa version définitive. Il permet d'afficher toutes les informations classiques d'un ordinateur de plongée, mais dans le champ de vision. Donc en gros c'est un écran qui est complètement transparent. Là, moi je vois en fait, il est en train de simuler une plongée, je vois que je suis en train de remonter à 10 mètres minutes et je peux vous parler, vous regarder en même temps, etc. Si je me concentre sur vous, je l'oublie, je vois plus l'information. Dès que j'ai besoin des informations, hop, là j'étais à 9 mètres minutes. C'est le futur. C'est pas le futur, c'est le présent. Là, c'est un prototype, mais entièrement fonctionnel. Il a déjà réalisé plus d'une centaine de plongées. On a développé ça pour permettre en fait de faire du co-développement avec des plongeurs un peu partout dans le monde, Floride, Belgique, la France évidemment beaucoup, aussi beaucoup en Allemagne. Et en fait, on a mis ça dans la main des plongeurs et on l'a conçu avec eux. On a revu toutes les spécifications avec eux. Donc, il marche. Après, il nous reste aujourd'hui à faire l'industrialisation et à lancer la production. C'est pour ça qu'on est en ce moment sur le salon en pré-vente. Ça nous permet de savoir combien il va falloir en fabriquer dans les prochains mois. Donc là, en ce moment, c'est en pré-vente avec 40% de remise. C'est le moment de se jeter dessus. On profite du salon. Moi, justement, j'ai une question. Vous êtes pionnier, c'est les Français, c'est vous, la structure française, ou il y a des Américains, des Japonais qui planchent sur le concept aussi? C'est encore mieux que français, c'est la Sony French Tech. On est de Montpellierain, une start-up montpelliéraine. La version prototype, on a dû faire appel à quelques sous-traitants étrangers, mais on a déjà en fait toutes les étapes de la production qui sont concentrées à 90% sur la France. Donc là, c'est un gros cocorico de la French Tech française, encore une fois. On a le choix entre être au CES ou ici. Bon, vu ce qu'on fait, on a préféré être ici. Très bien. Écoute, Bénédicte, en tout cas, merci pour ce témoignage. Pareil, je suis convaincu. Si j'ai le budget, je m'offrirai. Il va falloir que tu testes. On vient à Paris pour plancher. On viendra pour ça, il n'y a pas de souci. Notre prochain invité va entrer en piste. Ben voilà, avec encore un autre matériel. Cette fois-ci, c'est complètement différent. On passe à la combinaison, mais une combinaison un petit peu particulière. Exact. Une combinaison qui s'appelle Calypse. Qui est une combinaison totalement personnalisable et sur mesure. Alors comment ça fonctionne le sur-mesure avec une combinaison de plongée? Alors ça fonctionne d'une manière assez révolutionnaire à l'aide d'une conception en 3D, c'est-à-dire que nous allons développer et fabriquer la combinaison à partir de votre mannequin virtuel. Donc nous allons réellement faire une double peau, une seconde peau, qui va parfaitement adapter vos formes et votre morphologie.
Donc un meilleur confort forcément. Et ensuite, il y a comment ça un meilleur confort, oui, un meilleur confort pour l'enfiler. Un meilleur confort une fois que vous l'avez enfilé parce que le néoprène est particulièrement souple. Et donc un confort accru et jusqu'ici inconnu en plongée. Et encore une fois, un cocorico, parce que vous êtes basé où? Alors un cocorico parce qu'on a voulu relever le défi de fabriquer en France. Et donc toutes nos combinaisons sont conçues et fabriquées à Montpellier. Combien de temps faut-il pour commander, à partir de la commande, combien de temps faut-il pour recevoir son fabuleux matériel Calypse? Votre fabuleux matériel Calypse, vous le recevez entre 15 jours et 3 semaines. C'est assez rapide. Oui. Et pourtant, c'est assemblé à la main, je crois. Une fois que les pièces sont découpées, elles sont assemblées à la main. Bien entendu, donc elles sont découpées numériquement et ensuite collées et cousues à la main. Mais il y a des empiècements. Toutes ces coutures sont faites à la main. Bien entendu, est fait à la main. Vous pouvez vous rendre compte, par exemple, ceci c'est une combinaison femme. Donc vous pouvez vous rendre compte que, par exemple, avec la 3D, nous arrivons à, voilà, vous voyez la forme de la poitrine. Magnifique. Donc on fait véritablement une double peau de votre morphologie. Super, super. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation de cette combinaison du futur, du présent et du futur. On va recevoir notre quatrième invité sur l'innovation technologique qui va nous parler d'un nouvel objet, un espèce d'ovni de la plongée. Ça s'appelle le platypus. Le platypus. Bonjour. Alors le platypus, c'est quelque chose. Alors je l'ai appelé un ovni de la plongée. Un ovni, un objet flottant non identifié. Voilà. Alors expliquez-nous un petit peu ce nouveau concept. Alors c'est plus qu'un concept, c'est un prototype ou déjà c'est déjà plus qu'un prototype. Qu'est-ce que ça va changer dans la plongée et déjà qu'est-ce que c'est comme type de nouveaux produits? Alors, ce n'est plus un concept, ce n'est plus un prototype. On a déjà eu ça, on a exposé le prototype ici l'année dernière. Et aujourd'hui, donc devant le salon de la plongée, pour la première fois, nous exposons la version de série du platypus. C'est un engin qui peut naviguer sur l'eau comme un bateau tout à fait normal. Pour la petite anecdote, celui qui est exposé monte à plus de 20 nœuds. Donc c'est un bateau qui peut embarquer plus de 5 personnes. Vous appuyez sur un bouton, et là, vous pouvez descendre la partie centrale à 2 mètres de profondeur. Elle reste attachée aux flotteurs latéraux. Et ensuite, vous pouvez vous balader ensuite comme ça, sans aucune contrainte. Vous n'avez pas de bouteille d'oxygène, vous n'avez rien du tout, puisque le platypus fournit l'air comprimé justement grâce à des narguilés nardis, et vous pouvez ainsi vous balader comme ça pendant des heures. Donc ça donne en fait une perspective nouvelle, puisque vous donnez accès à la plongée sous-marine pour tous, puisque tous les plongeurs, mais également les non-plongeurs, peuvent faire des balades à bord du platypus. Oui, donc c'est plutôt pour un public de débutants, effectivement, les familles, les enfants, les seniors, les gens qui se sentiraient pas forcément à l'aise avec la plongée sous-marine en tant que telle, c'est vraiment ça ce type de public? Alors c'est tout ce que vous avez dit, et en plus c'est également les personnes à mobilité réduite également, ainsi que les vrais plongeurs, puisque l'un des intérêts du platypus, c'est que vous pouvez balader pendant des heures entières, explorer les fonds sous-marins, et là quand vous avez repéré quelque chose, une épave, un rocher qui vous intéresse, eh bien vous pouvez mettre les bouteilles sous l'eau directement et partir à l'aventure à ce moment-là en mode vraie plongée. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment à la fois un moyen de transport, c'est un moyen de découverte, c'est vraiment une nouvelle sensation, une nouvelle approche de la plongée. C'est le couteau suisse de la plongée sous-marine, tout à fait. On l'appelle le vaisseau de la plongée. Oui, j'aime bien l'idée du couteau suisse, c'est vrai, vraiment exactement ça. Donc on voit des images qui vont être diffusées à l'écran, on voit des images qui sont diffusées à l'écran de ce platypus, donc c'est vraiment un instrument révolutionnaire. Moi j'en ai pas encore vu, j'irai bientôt en Polynésie d'ailleurs cette année. Est-ce que les lagons polynésiens vont voir fleurir ce type d'objet de la plongée? Est-ce que c'est déjà parti pour ce type de destination? Eh bien c'est l'objectif et la réponse est oui. La première commande est faite puisque l'engin que vous avez devant est déjà vendu, il va partir donc en Nouvelle-Calédonie, il va être exploité par un homme qui s'appelle Sébastien Charbonnier, c'est la société Seascape, et il va donc faire profiter justement les touristes de la plongée sous-marine, donc dans le lagon de Nouméa. Et d'ailleurs, le platypus va devenir l'emblème des 10 ans du lagon de Nouméa en tant que patrimoine mondial de l'humanité. Puisque l'année prochaine, donc cette année, ce sont les 10 ans de cette célébration. Et donc le platypus va être utilisé pour transporter les officiels et leur faire découvrir justement l'état du lagon exactement, la beauté du lagon. Donc c'est un engin vraiment qui peut être avec de multiples usages. Et donc pour l'instant, on peut dire que du côté des professionnels, des prestataires, ils sont réceptifs, ils sont preneurs de l'idée, ils ont envie de l'acheter, ils ont envie de le proposer à leurs clients. Alors comme tout objet révolutionnaire, il y a des gens qui sont enthousiastes tout de suite, d'autres qui sont plus réfractaires. C'est normal, ça fait poser beaucoup de questions dans un cadre réglementaire, dans un cadre aussi d'opérations commerciales. Mais globalement, effectivement, je dirais qu'il y a quelques années, personne n'y croyait ou très peu. Aujourd'hui, je dirais plus de la moitié des personnes qui le découvrent y croient. Et quand on le voit en vrai, eh bien, on est obligé d'être convaincu, effectivement. Alors moi, j'ai vu le film et la démo. J'ai trouvé ça extrêmement convaincant en tant que plongeur. C'est vrai que ça me donnerait envie d'essayer. Je crois qu'aussi pour les gens effectivement qui sont un petit peu timorés, ça peut être un pré-baptême presque aussi. Donc ça peut donner aussi cette envie-là parce qu'on n'a pas le côté
côté matériel sur soi, on respire directement depuis la surface, je précise, donc il n'y a pas d'encombrement matériel. Est-ce que c'est guidé? Est-ce qu'il y a un moniteur quand même qui est sous l'eau avec... Alors tout à fait, donc on a complètement revu le cadre réglementaire. Donc le premier point, c'est que c'est un bateau normal qui est homologué sur l'eau et sous l'eau. Deuxième point, effectivement, pour être opéré, il faut que la personne qui le pilote ait évidemment un permis de conduire bateau et qu'il ait également le diplôme de monitorat de plongée. Puisque de telle façon, donc, il peut encadrer les 4 personnes avec qui il est, de telle façon à s'assurer que la plongée se passe bien et guider le bateau bien évidemment. Une petite anecdote d'ailleurs, le pilote est équipé d'un écran pour voir tout ce qui se passe en surface. Donc on appelle ça le périscope digital pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de collision en surface. Très bien. Des conditions de sécurité optimales. Je te remercie énormément pour ce témoignage. J'espère revoir ce platypus sur les lagons que je vais fréquenter cette année. Merci beaucoup en tout cas. Merci bien. Au revoir. Notre dernier invité, last but not least, comme on dit en anglais, Greg Lecoeur, le photographe naturaliste français, l'étoile montante de cette photo naturaliste sous-marine. Greg, bonjour. Alors, tu es venu nous présenter 2 choses aujourd'hui. La première, c'est ce magnifique livre qui vient de sortir, Requin, guide de l'interaction, que tu as signé avec Steven Surina. On va le montrer à l'écran d'ailleurs. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le contenu de ce magnifique ouvrage, tes photos, du texte? Vous parlez de quoi? Les requins, mais où? Alors, c'est un livre qui s'appelle Requin, guide de l'interaction. Donc, je suis co-auteur avec Steven Surina des éditions Turtle Productions. Donc en fait, c'est un livre qui va parler de la biologie des requins, mais c'est surtout un guide pour interagir avec les requins en plongée. Donc c'est un livre qui est destiné aux plongeurs notamment. On trouve beaucoup d'informations sur l'histoire du requin, sur qui ils sont, sur leur anatomie et toutes les interactions. On va le feuilleter quand même avec toi, Greg. Montre-nous un petit peu quelques photos que tu aimes bien. Justement, alors, voilà. Allez, est-ce que tu peux nous commenter? Alors, quelles ont été tes plus belles rencontres que tu as mis en images dans ce livre, justement? Il faut savoir que les images qui sont à l'intérieur, c'est un travail de plus de 5 ans de travail. Donc depuis que je fais ce métier de photographe sous-marin, j'ai parcouru le monde entier et j'ai acquéri vraiment un gros stock d'images de requins que j'ai enfin pu mettre en forme à travers de ce bouquin. Donc ça va parler, comme je vous le disais, voilà, on peut voir par exemple, ça va parler par exemple, là on est dans la partie reproduction, donc ça va parler de la reproduction des requins, mais on va parler aussi des approches. Des approches, oui, très important ça. Voilà, c'est comment approcher les requins dans l'eau. C'est aussi un bouquin qui permet de vraiment démystifier le mythe du requin. Et très intéressant, c'est que c'est illustré d'images, de schémas, de séquentiels. Voilà, donc c'est un bouquin assez intéressant si on veut découvrir... Quel a été ton souvenir le plus marquant dans une rencontre avec les requins, justement? J'en ai plusieurs avec les requins. C'est vrai que c'est des animaux un petit peu fantasmatiques. J'aime beaucoup ça. C'est certainement aux Galapagos où vraiment on voit des grands bancs de requins marteaux. On peut voir 200 à 300 individus. Et là, c'est vraiment là qu'on se rend compte quand on voit tous ces requins qui au final ont que faire du plongeur, ont que faire de nous. C'est vraiment intéressant de comprendre leur... Alors effectivement, je crois que ce livre, ça sera un grand succès de librairie. On le conseille à tous les plongeurs et même les non-plongeurs, les passionnés de biologie. Alors je précise aussi que dans ce bassin-là, juste derrière nous, il y a quelque chose de très spécial. C'est tes photos, Greg, que l'on retrouve en exposition sous-marine dans ce bassin de plongée juste derrière nous. Explique-nous un petit peu le concept. Quel type de photos tu as mis sous l'eau? Alors le salon de la plongée, c'est l'occasion pour les néophytes de la plongée de venir s'essayer à la plongée. Donc on peut venir faire un baptême de plongée dans la piscine du salon. Et j'ai proposé au salon en fait d'illustrer un petit peu, de rendre plus ludique cette exploration dans la piscine en immergeant des clichés sous-marins provenant du monde entier. Donc on va retrouver des dauphins, des baleines, des tortues, voilà, toute une faune marine qu'on peut retrouver aux 4 coins de la planète. D'accord, donc si vous faites un baptême ce week-end ici au salon de la plongée à Porte de Versailles, dans ce bassin derrière moi, vous aurez la chance de voir les grandes photos de Greg Lecoeur, le célèbre photographe naturaliste sous-marin français. Des très très belles images, je les ai vues, elles sont absolument somptueuses. Vous en prendrez plein la vue. C'est vraiment une nouveauté cette année également sur le salon. Voilà, on va aller retrouver, merci Greg pour ton accueil. Je vais aller retrouver Bénédicte qui est en train qui va faire un baptême plongé, me semble-t-il, avec un grand nom de l'apnée, Pierre Frolat. Faut-il le présenter? Pierre Frolat, c'est une grande star de l'apnée et Bénédicte va avoir la chance de pouvoir faire un baptême en sa compagnie. Donc je vais me rapprocher du bassin.
ce fameux bassin où se passent tous les baptêmes, avec les photographies de Greg Lecoeur qui sont immergées. Voilà, on se fraye. Voilà, et ben elle est là, elle est juste là. Elle est juste là. Venez. Mais attendez, on va se frayer un petit chemin, messieurs, dames, pardon, excusez-moi. Et ben voilà, il est là, Pierre Frolat, bonjour. Je vois que tu es en bonne compagnie avec Bénédicte. Je pense que nous sommes tous les deux en très bonne compagnie, n'est-ce pas? Parce qu'elle meurt d'envie de refaire de l'apnée, donc il lui fallait bien un moniteur. Voilà, oui, parce que j'ai eu la grande chance d'aller plonger en Afrique du Sud avec Pierre. C'était mes premières plongées en apnée pour aller voir les requins, parce que Pierre est un grand défenseur des requins, entre autres. Et en très peu de temps, c'est devenu une super apnéiste, et surtout, elle était terrorisée par les requins en arrivant, et elle a voulu en adopter un en repartant, donc c'est que vraiment ça a bien fonctionné. Tu vas lui faire une deuxième initiation là en fait, hein? Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas plongé, donc on va juste vérifier si elle se souvient comment est-ce qu'on ventile, parce qu'avant de commencer à faire de l'apnée, il faut apprendre à ventiler, inspirer par le nez, souffler par la bouche, tu te souviens? Et ensuite, on va voir si, en se glissant tout doucement dans l'eau, elle va réussir à se relâcher et surtout à lâcher prise. C'est le secret de l'apnée. Bénédicte, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens prête à lâcher prise? Eh bien écoute, je crois me souvenir que quand on avait fait ça en Afrique du Sud avant de plonger en mer, j'avais tenu 2 minutes 46. 2 minutes 46, oui, c'est voilà. ça. Ouais. Comme j'ai arrêté de fumer, ça devrait s'améliorer. Il y avait énormément de vagues et il y avait des requins tout autour. Hein. C'était vraiment dingue. Hein. Il y a quand même un petit facteur de stress. Hein. Ne ressent pas du tout le stress. C'est une fille qui ne ressent pas du tout ni l'angoisse ni le stress. Écoute Pierre, tu vas lui faire une démonstration de ventilation. Juste rappeler que Pierre est un champion du monde d'apnée. On a une chance inouïe de t'avoir ici Pierre et d'être sur notre antenne, sur le fil Facebook Live du Figaro, en direct, je précise. Hein. Tu peux nous rappeler... Arrête de parler, on va se baigner. Bon, allez, on y va alors. Oh, allez-y, elle en meurt d'envie, voilà. Donc, ce qui est important, c'est la ventilation. Okay, donc tu relâches tes bras complètement, voilà. Donc je vais vous faire un petit cours à vous aussi. Hein. Ce qui est important dans l'apnée, c'est le relâchement. Là, je vois déjà d'entrée qu'elle est prête à combattre. Elle ne se relâche pas. Donc voilà, ça commence à aller. Et on va jouer sur la ventilation. La ventilation, c'est le fait de faire entrer de l'air dans le corps et de le faire sortir une fois qu'il a été consommé. Donc tu vas inspirer par le nez, doucement, avec le ventre, et souffler par la bouche, en te relâchant complètement. On va se mettre comme ça tu ne me regardes pas. Tu vas te souvenir que ce qui est important, en fait, c'est de travailler avec ton ventre et ton diaphragme. Là, on va souffler comme ça. Voilà, tu inspires. Rappelle-toi que l'inspiration, elle est passive. Hein. C'est d'abord on souffle avec la bouche ouverte. Voilà. Et ensuite, on inspire par le nez, complètement relâché, détendu. Ce qui est important, Béné, rappelle-toi, c'est cette espèce de sensation où tu laisses entrer l'air et tu laisses sortir l'air. Il ne faut à aucun moment que ça bloque ici à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau de ton diaphragme. Vraiment un relâchement le plus possible, le plus total. Voilà, là ça commence à aller. Elle a le cœur qui bat super vite là. Elle est un peu angoissée en fait. Je pense qu'il y a un petit facteur de stress. Hein. Et tout le monde la regarde enfin. Alors, pour faire abaisser le rythme cardiaque, ce qui est important, c'est de jouer justement sur des réflexes qui existent, des réflexes physiques et physiologiques qui existent grâce à l'eau. Et ça va marcher très très facilement. Tu te souviens comment on fait? Tu vas tenir ici le rebord de la piscine et tu vas tout doucement descendre sur tes genoux en gardant de l'eau au niveau du menton. Vas-y. Voilà. Tu te relâches bien. Voilà. Inspire tranquillement. Souffle en ayant la bouche bien ouverte. Vraiment, laisse sortir l'air. Ne l'empêche pas de partir. Voilà. Tu souffles. Et sur la prochaine inspiration, tu vas t'allonger en gardant les mains sur le mur. Et moi, je tiendrai ton ventre. Et tu vas envoyer les jambes tranquillement en arrière de façon à ce que tu puisses vraiment t'allonger et te relâcher. Tu as le visage qui va se mettre dans l'eau. D'accord ? Voilà. Donc là, en fait, elle est sur une activité où elle va essayer de se relâcher complètement. Donc le jeu, c'est qu'on l'aide tout doucement. Pierre, j'ai une question. Justement, est-ce que tu arrives au feeling à sentir le relâchement de l'apnéiste entre le début où il est très contracté et ensuite là où il l'est beaucoup moins ?
Alors oui, par exemple, là, elle vient de lâcher le mur, elle s'est relâchée complètement. Ses épaules, quand je les touche, elles sont bien relâchées, détendues. Et là, je vois que sa tête, elle est un peu en hyperextension. Donc je vais lui demander de laisser descendre la tête dans l'eau. Laisse descendre ta tête dans l'eau sur la prochaine apnée. J'ai même pas pris le temps, t'es parti trop vite. Allez, on D'accord, recommence. donc l'idée c'est ça. C'est vraiment un relâchement qui nécessite de lâcher prise et pour ça il faut une petite séance d'échauffement. Je ne me suis pas démaquillée. On a très peu de temps, on va repartir pour montrer en fait que finalement tu n'as pas besoin de beaucoup ventiler pour faire de l'apnée. Ce qui est important, c'est de juste se laisser aller. T'es prête? C'est une forme de yoga quand même un petit peu là. On est presque à l'inverse de ce que demande le yoga. Regarde comment ça fonctionne très très bien. 5, 4, écoute-moi bien. 3, 2, 1, écoute-moi, tu souffles, souffle tout ton air, souffle, 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 inspire et laisse-toi aller. Et là en fait, moi je vais l'accompagner en posant ma main sur son ventre, je vais sentir son cœur battre et je vais essayer de lui faire focaliser sur son relâchement. Relâcher ses épaules, soit je le lui dis, mais là comme il y a du bruit, je vais tout doucement appuyer sur les membres qui me semblent contractés. Et pendant que je vous parle, je sens en fait que son cœur ralentit. Tout simplement parce qu'il y a des capteurs ici au niveau du nez et de la bouche qui font qu'au contact de l'eau fraîche, il y a une bradycardie réflexe, c'est-à-dire un abaissement du rythme cardiaque. Essaye de complètement te relâcher et laisser aller. Détends-toi. Très bien, relâche-toi complètement. C'est une fille qui est très très forte en apnée statique, sans le savoir. Allez, on passe la minute, tranquillement. Et donc en fait, le jeu, c'est d'aller du bas du corps jusqu'en haut et de lui faire prendre conscience du relâchement total. Bon, là, elle est sur l'échauffement. Bah, bravo Bénédicte, franchement tu nous fais de très très belles apnées. Hein. C'est bien. Mais, Bénédicte, tes sensations là, Bénédicte, on voudrait tes sensations en direct sur le fil Facebook du Figaro Live. Les sensations sont les mêmes que celles que j'avais en Afrique avec la mer démontée en moins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu crois que tu vas mourir. Et Pierre m'expliquait quand on était en Afrique que en fait c'est juste un réflexe et que le corps peut respirer sans respirer. Enfin, tu peux l'expliquer parce que là, je ne me souviens plus. On a tendance à croire qu'on a besoin de ventiler pour vivre. La respiration, c'est le phénomène qui se passe à l'intérieur du corps. Ce sont les échanges gazeux qui existent aussi lorsqu'on ne ventile pas. Et donc l'apnée, c'est le fait de prendre une grande inspiration, de bloquer cette inspiration et de laisser le corps respirer. Et tous ces échanges gazeux dans l'apnée vont durer, quand on est débutant, 1 ou 2 minutes, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à plus de 12 minutes 30 maintenant pour l'actuel record du monde. Pierre, est-ce qu'il y a de plus en plus de pratiquants de l'apnée? C'est une discipline qui a le vent en poupe, elle aussi, comme la plongée. Ouais, on a la chance d'être sorti de l'âge d'or de la compétition en apnée. Et il y a énormément d'apnéistes qui se sont mis à montrer les beautés et l'utilité de la plongée en apnée en prenant des gens et en allant plonger pour voir des animaux. Et donc il y a une réelle démocratisation. Et dans la piscine derrière moi, il n'y a aucun compétiteur, il y a plein d'apnéistes qui pratiquent pour le plaisir. Il y a même des petites filles là qui font ce qu'on appelle le mermaid, c'est-à-dire les sirènes, exactement. Donc pour moi c'est la meilleure période, l'année depuis 2014, 2015, 2016 maintenant, la meilleure période pour l'apnée vraie. C'est-à-dire l'apnée. On va dire l'apnée loisir finalement, hein, c'est ça. L'apnée plaisir, exactement. Et Pierre, l'apnée c'est aussi un moyen d'aller à la rencontre des animaux marins sans perturbation et avec un esprit beaucoup plus libre. Complètement. La plongée en apnée, c'est d'abord et avant tout le moyen le plus simple de descendre dans la mer sans bruit et de se laisser accepter par les animaux qui sont chez eux. Voilà, est-ce que vous voulez que je me noie dans la piscine ou... On lui fait faire 3 minutes ? Allez. On essaye 3 minutes, Bénédicte. Si je ne survis pas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous invite à venir dans ce salon et je vous dis à bientôt. Pardon, 5, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, relâche-toi bien. Voilà, donc là on assiste à cette apnée statique de Béné qui est effectivement de plus en plus détendue. Pierre va essayer de lui faire passer peut-être un cap, les 2 minutes, voire les 3 minutes, sait-on jamais.
Et Pierre là qui justement nous fait sa démonstration avec au toucher effectivement. On est beaucoup dans la sensation dans l'apnée, c'est ça aussi qui fait que c'est une discipline très particulière. C'est vraiment un relâchement du corps, un relâchement des muscles, un relâchement de l'esprit aussi. C'est une très très belle discipline et Pierre l'a précisé. Une discipline maintenant qui s'axe sur le loisir et non plus sur la compétition. C'est vraiment important de le préciser. Donc amis internautes, si vous êtes de passage ici ce week-end au Salon de la Plongée, porte de Versailles,